Mesdames et messieurs, bienvenue pour le compte de ces magazines Réplique. Nous recevons aujourd'hui Maître Ernestine Yoka, qui est parmi les communicateurs de la majorité présidentielle. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Leclerc. Voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui d'échanger avec vous sur l'actualité politique dans notre pays, bien sûr économique et sociale également. Alors nous avons beaucoup plus parlé de la déclaration, la dernière déclaration de la SENCO, qui exige le respect de l'application de l'accord et souhaite que les élections soient organisées à la date convenue, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre. Alors nous espérons bien, vous avez aussi suivi. Quelle analyse portez-vous à cette déclaration? D'abord, je dois vous dire merci de porter votre choix sur mon humble personne. C'est vraiment un plaisir pour moi à partager, que je puisse m'exprimer, donner mes analyses, sinon le point de vue de ma famille politique sur votre plateau. Je dois dire, d'entrée de jeu, lorsqu'on lit la déclaration de la SENCO, les évêques ont fait une analyse sur plusieurs secteurs, sur l'économie, sur le politique, sur le social, et, oui, la sécurité, sur la paix. Ils ont fait un passage en revue un peu de toute la vie politico-économico-sociale, sécuritaire de la RDC. Bel exercice. Je pourrais dire c'est un droit que de pouvoir analyser les choses de cette façon, que de pouvoir donner son point de vue de cette façon. Mais je pense qu'au-delà du droit de s'exprimer, au-delà du droit d'opinion qui est garanti, d'expression qui est garanti par la Constitution, il faut savoir, toute raison garder, avoir des limites par rapport à ce que vous représentez réellement. C'est quoi la SENCO? Par rapport à son statut, par rapport à son statut, nous devons savoir. Parce qu'à un moment, je me suis demandé, tiens, c'est un parti politique, c'est quel type de groupe de pression? Parce qu'à mon sens, et je crois que c'est ça le sens réel, la SENCO doit être une église au milieu du village. Est-ce qu'une église ne peut pas rappeler à l'ordre? Une église doit pouvoir rappeler tous les acteurs politiques à l'ordre. Ben oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ça veut dire n'avoir pas un point de vue précis. Mais c'est ce que les évêques ont fait. Par exemple, là où les bas blessent aussi sérieusement, évasion fiscale, corruption, c'est bien d'en parler, mais je crois qu'il faut étayer ce que vous dites par un soubassement réel. Il ne faut pas imaginer simplement des choses et vous vous dites que certainement il y a coulage des recettes. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'analyses sur ça? J'aimerais qu'ils apportent la preuve. J'aimerais qu'ils apportent la preuve. Je l'aimerais. De toute façon, je ne dis pas qu'au sein de la République, toutes les institutions, tout le monde est des saints et qu'il n'y a pas de choses qui se passent. Mais je pense qu'il y a un effort vers la tendance à rendre plus pures les finances publiques de l'État. Il y a un effort qui s'est fait. Tenez, je vais vous donner l'exemple de 28 mesures que nous avions prises. De la diversification de l'économie. Pour booster l'économie, sortir de la situation un peu chaotique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ouais. Le ministère des Finances particulièrement a mis l'accent sur les contrôles dans toutes les régies financières. Comment pouvoir faire la mobilisation des recettes tout en étant sûr que tout sera capté, canalisé, traçabilité réelle vers les comptes du trésor public. Mais ça ne se sent pas sur terrain. L'économie de la République démocratique du Congo est toujours en crise, bien qu'on a tout proposé par rapport à ce que vous dites là. Ça ne se sent pas vraiment sur terrain. La solution ne peut jamais être du tic au tac. C'est un processus. Mais ça fait 1 année et demie depuis qu'on a lancé les 28 mesures. C'est un processus qui va vers un point qui doit pouvoir converger avec certains autres éléments, oui. Parce qu'il ne suffit pas simplement de regarder les régies financières, mais il y a un ensemble d'éléments
un ensemble des agrégats, choses qui entrent dans les concerts économiques pour que l'on puisse pouvoir booster les choses. Mais vous êtes Et donc, ouais. s'il vous plaît, Ouais. si nous allons comme ça, Ouais, je vous en prie. on ne nous comprendra Je pas. je vous en prie. Je dis ceci, lorsque l'on parle de corruption, lorsque l'on parle de coulage des recettes, il faut quand même voir la réalité en face, avoir un soubassement pour s'exprimer, parce que de mon point de vue, aujourd'hui, il y a un effort qui est fait pour pouvoir maîtriser la fraude. Déjà, sur ces points-là, il ne faut pas qu'on nous dise des histoires sans qu'il y ait un soubassement. Il faut un soubassement, nous insistons. Et donc, sur ces points, moi, je dis, il ne faut pas simplement faire brosser un tableau sans apporter des éléments. Par rapport aux fraudes, est-ce que vous avez certains éléments probants sur terrain qu'on a eu à travailler sur ça, je viens de vous donner, parmi les 28 mesures, je viens de vous donner, dans le cadre de la mobilisation des recettes, du côté des régies financières, ce qui est fait par rapport au ministère des Finances. Je viens de vous le donner. Je vais vous donner un exemple plus récent. Je pense que vous avez suivi que les membres du gouvernement ont un chacun, pour qu'il les concerne de manière claire, signé un code d'éthique. Oui. C'est pour pouvoir davantage capter toute espèce de fraude, que les acteurs politiques aient plus d'éthique et plus de déontologie lorsqu'ils travaillent. C'est toujours l'effort pour assainir la part des finances publiques. Et donc, je pense que ce n'est pas bon, ce n'est pas nécessaire de lancer des mots très gros et de ne pas pouvoir apporter les éléments de preuve. C'est-à-dire le pays va mal, debout Congolais. C'est ça d'ailleurs les titres de cette déclaration. Alors, oui, là encore, il faut relever aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose absolument qui ne va pas. Debout Congolais, l'hymne national le dit, le Congo a toujours été debout. Debout Congolais, debout Congolais, debout Congolais, les Congolais sont debout à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a vu au lendemain de la crise internationale, qui nous a donné aussi un électrochoc, le président a vu qu'il fallait mettre davantage la République debout. Le Congolais debout avec ses taux de dollars, 15,35. L'un des éléments principaux de la démocratie. Le dialogue pour pouvoir aborder la question électorale. Les cycles que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, le processus que nous sommes en train de faire aujourd'hui, eh bien, c'est pour aller vers ces élections-là. Et donc, le Congo, il est toujours debout. Vous êtes sûr, aux évêques, Maître Ernestine, avec toutes les réalités sur terrain? Aux évêques, justement, les indicateurs la réalité sur terrain, c'est la meilleure. Vous êtes sûr? La réalité sur terrain, c'est la meilleure. Parlons avec des faits palpables. Parlons de l'économie aujourd'hui. Parlons de faits palpables. Dollar, les taux de dollars. S'il vous plaît, parlons de faits palpables. Oui. Lorsqu'on parle du Congo debout, oui, nous sommes allés au dialogue de la cité de l'Union africaine. Oui. À ce dialogue, il avait été prévu, par rapport à l'expertise qu'avait donnée la CENI, que l'on pouvait tenir les élections de manière assez raisonnable aux choses en avril 2018. Les évêques qui étaient avec nous à la cité de l'Union africaine quittent la cité et ils nous disent qu'il n'y a pas d'inclusivité. C'est ça. Ils vont au conclave de l'Imité. Le conclave de l'Imité, le chef de l'État dit, effectivement, dans un Congo debout, il faut que toutes les plateformes politiques puissent se retrouver autour de la question du dialogue et parlons Congo. Congo debout, pas Congo assis. Et nous avons fait le dialogue avec les évêques au centre interdiocésain. Mais là où le bas blesse, c'est que les évêques, parce que je suis en train de vous démontrer qu'il y a un parti pris. J'ai commencé par dire qu'il devait être une église. Parce qu'ils ont rappelé à l'ordre. Une église au milieu du village. Les évêques, est-ce leur rôle de rappeler à l'ordre? Ça aussi, c'était une question. Continuons d'abord. Ils ont offert leurs bons offices pour qu'on ait aujourd'hui cet accord. Ils n'ont pas offert leurs bons offices. Le chef de l'État, garant de la nation,
les a mandatés. C'est ça, c'est pour cela qu'ils réagissent. Ils étaient mandatés par les chefs de l'État que pour faire la facilitation entre les acteurs politiques. Bien. Les évêques nous écoutent, nous les acteurs politiques. La question où le Romain s'empoignèrent, c'est la question sur la nomination du Premier ministre et la question sur le CNSA. Les CNSA. Les évêques n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un penchant excessif vers le rassemblement. Vous êtes sûr? Le rassemblement dit, s'il vous plaît, ouais. le rassemblement dit, nous avons besoin simplement pas d'un candidat, d'un Premier ministre. Oubliant qu'il y a le processus, il y a les choses, des modalités pour pouvoir nommer ce Premier ministre. Ce n'est pas d'entrée de jeu au lendemain de ces assises que l'on devient, s'il vous plaît, Premier ministre. La Cinco, ayant le regard trop tourné vers eux, la Cinco nous dit, vous avez mis la barre haute, vous êtes à 10, vous demandez 10 candidats, il faut descendre. Nous sommes descendus à 7. Non, nous, dans le droit canon, nous donnons pour le pape, nous donnons 3 candidats. Nous sommes descendus à 3 candidats. La Cinco, tellement avait déjà fait des promesses du côté du rassemblement, n'a pas su concilier les 2 points de vue. Nous sommes descendus, nous avons mis de l'eau dans notre vin. Nous sommes descendus jusqu'à 3 et la Cinco est restée un peu débutative parce que trop de confiance, sinon ils ont un appui, elle a plutôt un appui du côté du rassemblement. Résultat, ils viennent remettre le rapport en disant qu'ils ne sauront continuer, qu'ils ont fait, ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Maintenant, c'est au garant de la nation. Et directement, la majorité a débauché certains cadres au garant de la nation de continuer avec la machine pour donner à la République le gouvernement de salut public. Et donc, les chefs de l'État récupèrent le dossier après le travail qui a été fait par la Cinco, qui s'est soldé, il faut le dire, par rapport à l'attitude qu'affichent les évêques aujourd'hui. Ce travail s'est soldé par un échec. Vous êtes sûr? Par un échec parce que la Cinco aujourd'hui se rend compte que l'accord, ils n'ont pas vulgarisé l'accord. C'est bien dit dans leur message. Maintenant, c'est le moment. Nous devons vulgariser l'accord. L'accord n'a pas été respecté, il faut qu'on le vulgarise. Il faut que les Congolais s'élèvent pour aller, je ne sais pas, sur la rue, faire je ne sais quelle autre pression. Cette même Cinco qui n'a pas su parler au rassemblement, cette même Cinco qui ne sait que parler à la majorité, et la majorité qui prend son temps chaque fois pour écouter cette même Cinco. Mais lorsque la Cinco parle de l'organisation des élections en décembre, c'est ce qui est écrit dans l'accord. L'accord a donné 12 mois pour l'organisation, pour la période préélectorale, qui est l'organisation des élections. Alors si, au moment où il y a certains indicateurs démontrent qu'il n'y aura pas élection, la Cinco peut rappeler à l'ordre. Parce que pourquoi il n'y aura pas élection? Vous savez pourquoi je vous dis pourquoi très la bien? CENI ne publie pas le calendrier électoral? Vous savez pourquoi je vous dis très bien? Pourquoi le gouvernement ne met pas le budget? La Cinco a commencé avec nous à la cité de l'Union africaine. Vous ne pouvez pas, vous avez pris un enfant que vous avez porté sous vos bras, parce qu'ils aiment porter la République. Vous avez porté sous vos bras. Et ils ont abandonné. Et vous vous êtes rendu compte que non, ce chemin ici fait une erreur. Nous, on voudrait que vous preniez l'autre bout de choses du chemin. Les chefs disent, ok, je vous donne la mission. Lorsqu'on vous donne la mission, vous prenez un travail qui avait été fait au préalable, vous rasez, vous faites table rase. Bon. Mais en faisant, s'il vous plaît. Maître, on doit parler élection. On doit parler élection. Justement, c'est élection. Oui, c'est ça. C'est élection. S'il y aura élection en décembre ou pas. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. En faisant table rase de la situation que vous avez pris à la cité de l'Union africaine, il fallait associer ceux qui ont l'expertise sur les élections. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous n'aviez voulu que réagir sous la pression des choses du rassemblement et vous avez rabaissé, sinon revu les choses de avril 2018 en décembre 2017 sans tenir compte de certains imprévus. Donc vous voulez juste revenir dans le schéma de l'OIA, c'est ça? Pour
Pour moi, il avait fallu pour les évêques prendre tous les sons des cloches, tenir compte de ces situations. Mais vous étiez avec... Savoir vous étiez avec, qu'ils étaient avec nous. À la avec Vital Kamerhe aussi, à la l'UNC. cité de l'Union africaine. Vital Kamerhe était avec vous. À cette cité de l'Union africaine, la CENI avait donné son expertise. Mais Vital Kamerhe était avec vous, n'a pas été l'expertise de la majorité présidentielle, mais ça a été l'expertise qui a été donnée par la CENI. Et donc, la CENI étant indépendante, les évêques auraient pu avoir un regard plus attentif vers là. Cette même CENI avait accepté qu'il y ait élection en décembre. Et puis Vital Kamerhe qui était avec vous à l'OIA et aussi ici au centre interdiocésain, il a présenté une déclaration, son parti politique a présenté une déclaration pour demander au gouvernement d'accompagner la CENI pour qu'il y ait élection en décembre. Oui, mais là, je pourrais vous dire, Vital Kamerhe et son parti ont dit, ils ont épousé le point de vue de pouvoir présenter les élections en avril 2018. Mais la même UNC va aux choses à la Senko et dit non, nous pouvons aussi aller... Et la majorité présidentielle a signé cet accord. En décembre 2017. Et vous, de la majorité... Nous sommes de bonne foi. Nous mettons de l'eau dans et la CENI aussi avait accepté. Nous ne voulons pas cramper sur des positions inutiles. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde la réalité sur terrain, le déroulement de l'opération de l'enrôlement qui n'est pas encore terminé, vous donnez raison à qui? Certains passent un schéma de la CENI mais regardez comment travaille ensemble avec la majorité présidentielle pour regardez comment l'enrôlement se passe. Moi, au moins, je peux mettre ma main sur le cœur et confirmer qu'on pourrait jamais imaginer. Du gouvernement, les choses se font bien. Pas plus tard que ce matin, j'ai lu un élément des choses d'information sur le Premier ministre honoraire, Sami Badibanga, qui dit, quand ils sont arrivés au gouvernement, il a trouvé que la CENI avait déjà perçu au moins 18 milliards. Et que lui, de son côté, a fait des efforts, a aussi augmenté sur cette enveloppe. Et donc, c'est vous dire qu'au niveau du gouvernement, la bonne foi est là. De pouvoir exécuter 18 millions ou bien 18 milliards 18 millions prenez ça en francs congolais. Voilà. 18 milliards, voilà. La CENI, elle, et plutôt le gouvernement, que ce soit le gouvernement Matata, l'effort a été fait d'honorer les engagements de la CENI. Que ce soit le gouvernement Badibanga, l'effort avait été fait de pouvoir honorer les engagements de la CENI. Mais le déroulé sur terrain ne dépend pas du gouvernement. De comment se passe l'enrôlement sur terrain ne dépend pas du gouvernement. En 2006, si à la date d'aujourd'hui, l'enrôlement est encore au niveau de Kinshasa. Le Congo central n'est pas encore intéressé. La grande province de Bandundu, le Kwilu, le Kwango, le Maïndombe n'est pas encore dans les plans. Et si l'espace kasséen lui-même aussi n'a pas encore chose connue. La CENI a échoué lamentablement parce qu'il avait prévu... Quelle est la part de responsabilité une année pour confectionner les fichiers électoraux que vous êtes en train de donner ou d'attribuer à la majorité présidentielle. C'est la volonté politique, c'est la majorité présidiale qui était aux affaires. Je pense qu'il faut pouvoir... Les élections devraient être organisées depuis 2016. Il faut pouvoir voir quelle demande la logistique pour aller aux enrôlements. Cette logistique, elle a été donnée, oui ou non, par le gouvernement. Elle a été donnée. Et la CENI fait son travail. Maintenant, est-ce que vous avez fait... Quelle est la part de responsabilité? Non, s'il vous plaît. Si vous allez comme ça, la population ne comprendra pas. Quelle est la part de responsabilité que vous donnez, que vous accordez ou vous attribuez au président de la République, Joseph Kabila Kabange? Quelle est sa part de responsabilité? Ce n'est pas lui, la CENI. Quelle est sa part de responsabilité? C'est lui qui a la volonté politique. Le gouvernement. Non, s'il vous plaît. La volonté politique existe, puisque les moyens sont donnés à la CENI. Mais si la pratique sur terrain nous démontre certaines difficultés, quelle est sa part de responsabilité? Et puis n'oubliez pas, lorsque nous parlons des élections, nous sommes tous accrochés rien qu'à l'enrôlement. Mais l'enrôlement doit pouvoir se terminer pour que nous puissions revoir la loi électorale, comment circonscrire les sièges par rapport au nombre des enrôlés. La loi électorale
va être aussi aménagée. Elle va être réaménagée. Nous avions prévu... Aussi, il n'y a pas de calendrier électoral non plus. Dans l'ancienne loi électorale, nous avions prévu de mettre aussi à contribution la diaspora. Mais il y a la diaspora congolaise partout où elle se trouve. Mais lorsque l'on regarde par rapport au temps, tel que le temps est en train de nous bousculer, les choses démontrent que décembre risque d'être hypothétique. Et enfin, lorsque l'on regarde la situation dans l'espace Grand Kassai, qui n'est pas une situation reluisante, vous n'allez pas demander à l'espace Grand Kassai de ne pas participer aux élections. Ce sont des Congolais à part entière qui doivent pouvoir émettre leur point de vue, qui doivent mettre leur bulletin dans le vote pour voter X candidats à certaines choses, responsabilités de certaines institutions. Clairement, par rapport à la déclaration de la SENCO, qu'est-ce que vous reprochez aux évêques? Est-ce qu'ils ont tort en quoi? Lorsqu'ils rappellent qu'il faudrait qu'il y ait élection en décembre, selon l'accord, aussi ils sensibilisent, les évêques sensibilisent la population pour qu'il y ait le respect de cet accord. Là, je pense que, soit vous avez lu le message des évêques à moitié, mais c'est un message de va-t-en-guerre qui a d'ailleurs été relayé par les G7. Les G7 vous disent qu'en décembre, même sans Kabila, on ira aux élections. Et il y a des acteurs politiques... Le G7 a réagi avant la déclaration des évêques. Non, ils ont corroboré par la suite en disant qu'ils font signer la déclaration des évêques. Puis il y a des acteurs politiques qui pensent devenir la République tout entière, qui disent que si on arrive en 2017, il n'y a pas élection. Je ne sais pas. Félix Tshisekedi a dit Kabila marchera sur son corps. Kabila marchera sur son corps. Oui. Moi, j'aimerais rétorquer à Félix Tshilombo que en 2016, le président Etienne Tshisekedi Mulumba, le défunt, a dit que Kabila ne passera pas, après le 19 décembre, Kabila ne passera pas une seule nuit à son poste au pouvoir. Ils ont négocié avec l'accord de la SENCO, c'est pour cela qu'ils avaient abandonné. Je viens de vous donner une réponse qui est patente. Félix Tshilombo a dit, mais Etienne Tshisekedi avait dit. Mais quelle est la réalité que nous sommes en train de vivre? Donc vous minimisez ce que Félix a dit? Nous ne minimisons rien. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le peuple congolais retrouve leur part. Ça ne sert à rien que des hommes d'église, qui d'ordinaire doivent être des hommes de paix, que ces hommes amènent le chaos dans le pays. Ça ne servirait à rien. Mais lorsqu'ils remarquent qu'il n'y a pas de volonté politique de la part surtout de ceux-là qui dirigent le pays afin d'accompagner le processus électoral, c'est pour cela qu'ils ont clamé haut et fort. Et puis ils appellent à la population de se prendre en charge. Les hommes politiques qui dirigent le pays, lorsque les évêques leur ont fait remarquer certaines difficultés, à l'époque où le dialogue était en train de se tenir, les hommes politiques, avec la volonté de pouvoir faire que les choses aillent de l'avant, ont remis la mission de bons offices aux évêques. Quelle a été la suite que les évêques ont donnée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange? Mais l'accord a été signé le 31 décembre. Ce qui restait, c'était l'arrangement particulier. Vous l'avez modifié donc en dehors de la SENCO pour que ça soit signé devant les députés au Parlement. Donc tout ça. Là, j'aimerais donner un point de vue, pas simplement d'homme politique, mais un point de vue d'homme de droit aussi. À propos de la CNSA, la personne qui devait pouvoir animer cette structure a été choisie. Nous, en droit, nous disons intuitu personne. Donc, on a pris en considération la personne du président Etienne Tshisekedi avec sa calibre et tout ce qu'il a représenté pour le combat par rapport à la démocratie. Voilà comment les choses ont été faites. Politiquement, ça peut s'expliquer, mais juridiquement, ça ne s'explique pas. C'est une erreur
faut noter ça comme Mais ça. c'était Parce que nous avons, le président du Conseil des sages du rassemblement qui doit prendre s'il vous plaît. la présidence. Parce que là, nous avons taillé sur mesure un poste par rapport à un individu. À cette époque, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba faisait unanimité. Même du côté de la majorité, nous avions dit oui. Et encore là, c'est toujours de l'eau que nous mettons dans notre vin. Du côté de l'opposition, non, avancez avec moi s'il vous plaît. Du côté de l'opposition, la même attitude a été observée. Et donc, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Mais aujourd'hui, qui fait unanimité? Si on parle politiquement, qui fait unanimité? Mais lorsqu'on regarde les questions de droit, on ne peut pas donner un poste de cette façon. Le poste doit se donner suivant un texte élaboré. De façon à ce que lorsqu'il y a carence, lorsqu'il y a vacance, lorsqu'il y a absence, que la machine puisse tourner et qu'elle ne bloque pas parce qu'une personne est absente. Voilà le point de vue en droit. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas automatique que l'actuel président du Conseil des sages du rassemblement, c'est ça, ouais, Conseil des sages du rassemblement, doit pouvoir occuper ce poste. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas non plus automatique parce que politiquement, au niveau des rassemblements, aujourd'hui, il y a plusieurs ailes. Il y a la branche Olengako, il y a la branche de Limete, il y a les Katebe Katoto, il y a les Moïse Katumbi, d'abord, qui était en très bon terme avec Félix Tshilombo. Et maintenant, nous avons appris, comme vous tous, vous apprenez, que les torchons sont en train de brûler. Entre qui et qui? Mais au rassemblement. Entre qui et qui? Au rassemblement, ce n'est plus le parfait amour. Moïse Katumbi dit candidat au présidentiel, mais dans l'UDPS, on dit au moment opportun, nous allons désigner le candidat qui sera candidat aux élections présidentielles. Là, ce n'est pas votre problème parce que même la majorité présidentielle, vous n'arrivez pas à présenter un dauphin. J'étais en train de vous démontrer. À présenter un candidat en dehors du président Kabila. J'étais en train de vous démontrer qu'il ne s'agit pas d'un problème de la majorité présidentielle. Chez nous, à la majorité présidentielle, nous avons des choses qui sont suffisamment structurées. Mais qu'avec la mort du président Etienne Tshisekedi Wamulumba, au niveau du rassemblement, il y a eu plusieurs ailes. S'il n'y a pas élection. Et dans ces ailes-là, la Cinco n'a pas pu faire mettre puisqu'il avait dit, elle avait dit la Cinco, qu'elle allait mettre les fils du rassemblement ensemble pour que nous puissions continuer à discuter autour des choses, des assises, du dialogue. Mais on l'a plus continué dans la même ambiance parce qu'ils n'ont pas pu réunir. La Cinco n'a pas pu réunir. C'est du rassemblement. Et donc, la faute, elle ne peut pas être attribuée au président. Il semblerait que la majorité présidentielle avait déjà acheté certains cadres du rassemblement ou soit créé les débouchages. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de réponse. Vous savez, j'aime bien la figure de style que vous venez d'utiliser. Je vais vous répondre, mais je voudrais vous répondre par un exemple outre-mer. Parce que c'est quand même honteux lorsque l'on dit que la majorité présidentielle a acheté tel homme politique. C'est une façon, moi je dirais... C'est ce que les rassemblements limités disent. S'il vous plaît, c'est une façon malheureuse de dénigrer un homme politique. Ce n'est pas bon. Regardez l'exemple, comment les choses, par exemple, se sont passées en France, du point de vue de certaines alliances, de certains acteurs qui étaient dans certains partis politiques. Regardez d'où vient Emmanuel Macron, le président. Dans le siège de François Hollande. Regardez Emmanuel Valls, qui était son premier ministre. Évidemment, dans le siège de François Hollande, mais dans les partis socialistes. Et aujourd'hui, avec tous les remue-ménages qui s'est passé, Macron a créé la République en marche. Pourtant, c'est toujours des socialistes. Emmanuel Valls aujourd'hui a même quitté le Parti socialiste. Les hommes politiques, la politique, elle est dynamique. La politique n'est pas statique. Lorsque on se bat sur des idées, on se bat sur des programmes, sur des projets de société. Lorsque ces acteurs politiques considèrent que par rapport au projet, comme l'avait fait Vital Kamerhe, les soucis de Congolais d'abord,
il a accepté de venir à la Cité de l'Union africaine pour venir accompagner la majorité à sortir un texte, un accord qui peut permettre... Aujourd'hui, l'UNC regrette. Qui peut permettre... Pourquoi avoir accepté ce dialogue? Qui peut permettre à ce que la République puisse aller de l'avant. Et l'UNC a une part très importante. C'est l'UNC qui voit par où passent les finances publiques de l'État et quelle est la part qu'il faut donner à la CENI pour organiser les élections. Nous sommes arrivés à la fin, Maître. Nous voulons que vous puissiez nous dire clairement, en quelques mots, s'il n'y a pas élection en décembre, qu'est-ce que vous pourriez, que proposerez-vous? Moi, je vous pose, même si je n'ai pas le droit de poser des questions, je vous pose une question en vous disant, les centres de la RDC, le cœur de la RDC, l'espace kassaïen, principalement le Kasaï central, est en souffrance. Aujourd'hui, vous avez vu les enquêtes que mène l'auditorat militaire. Au-delà des 30, si je ne me trompe pas, fausses communes qui avaient déjà été identifiées, aujourd'hui, il y a 7 en plus qui ont été identifiées, principalement dans le Kasaï central. Aujourd'hui, le PGR, le procureur général de la République, a ouvert, disons officiellement, l'enquête que par rapport à tous ces nombreux éléments. Aujourd'hui, la RDC, qui est partie à Genève, à la section commission droits de l'homme, pour aller défendre le cas de la RDC, parce que la communauté internationale, pour elle, il fallait une enquête internationale, parce que la RDC, parce que notre justice n'est pas une justice fiable. Mais sur ce point, je crois que la RDC a gagné. Il n'y aura qu'une commission des experts, mais c'est la justice congolaise à qui nous devons faire confiance. Et cette justice congolaise a démontré, où l'on a dit qu'elle n'était pas fiable, elle a découvert, où l'on a dit qu'elle ne pouvait pas, elle a ouvert des enquêtes et la justice est en train de suivre son cours réel. Et donc, à ceux qui sont distraits, à ceux qui pensent qu'au niveau de la RDC, le président Joseph Kabila Kabange n'a pas la mesure du poids, du pouvoir dont il dispose, qui lui a été donné par le peuple congolais, il est temps de commencer à se dire que nous sommes un pays souverain, qu'on doit arrêter de regarder vers les autres, d'accuser vers les autres, de dénigrer notre pays et de savoir être réellement cette république qui est debout, celle que les évêques appellent de tous leurs vœux. Vous avez un message particulier aux évêques, pour les évêques? Le message particulier, je l'ai déjà dit au début, j'aimerais que les évêques restent l'église au milieu du village. Parce que dans cette église, il y a nous de la majorité, il y a ceux de l'opposition. Lorsque un parent aime ses enfants, le parent donne une gifle à l'enfant de la majorité et le parent donne la gifle aussi à l'enfant de l'opposition. Donc, on punit les enfants, on conseille les enfants de la même façon. Bref, qui aime bien, châtie bien. Merci beaucoup, Maître. Il y a une question qui me revient avant que nous puissions boucler. Certaines voix appellent déjà au soulèvement populaire en décembre, s'il n'y a pas élection. Alors tout ça, vous ne voyez pas que les deux dialogues n'ont rien apporté, n'a pas mis fin à la crise qu'on a beaucoup décrite en 2016. Que faudrait-il faire? Moi, je crois qu'au-delà de la crise économique qui nous a amenés dans tout cet imbroglio, il y a aussi des points de vue sécuritaires qu'il faut regarder de très près. La situation, je l'ai déjà dit, du Kasaï central n'appelle pas que nous puissions faire des élections tout en laissant tomber tout l'espace kassaïen. Auquel cas, les fils de Kasaï, si nous faisons les élections sans eux, ont le droit de pouvoir introduire une requête au niveau de la Cour constitutionnelle et invalider les élections si elles ont lieu sans eux. Merci beaucoup, Maître. Très heureux de vous avoir comme notre invité. Nous sommes sûrs que nous allons revenir, toujours pour analyser l'actualité politique avec vous. Mesdames et messieurs, merci à vous qui étiez branchés pour suivre ces magazines. Restez toujours scotchés sur les ondes de Siloé TV.